7,3 kilos. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous ? Comment est-ce qu'il est cultivé ? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs ? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé, mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontres avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour Samy. Bonjour. Comment vas-tu ? Oui, ça va bien, ça va. Le climat de Paris, ça va. Tu t'y fais. Je m'habitue. En plus, c'est sous la grisaille. Je crois que ces derniers jours, il y a eu du soleil, mais là, vraiment... Mais là, c'est comme s'il m'attendait, mais c'est bien. Tous les temps sont bons. Il pleut, il fait chaud, c'est bien. Et oui. Et ben, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi depuis que j'ai lu ton livre qui s'appelle donc Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao. Je me suis dit que c'était essentiel de discuter avec toi dans le cadre du coup de ces épisodes de cette série dédiée au chocolat. J'ai très envie d'en discuter de tout ça. Et pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux toi te présenter et nous expliquer toi aussi quel est ton lien avec le cacao ? Alors, c'est toujours compliqué de se présenter. Moi, j'adore toujours, toi, quand les gens ils te présentent comme ça t'épargne tout le stress et tout ça. T'es là, qu'est-ce que je vais dire et tout. Écoutez, alors, moi, je suis Samy Manga, donc camerounais. Je suis écrivain, militant écologiste, ethnomusicien et puis sculpteur. Et je suis fondateur d'une association qui s'appelle Éco-Poète International, une association qui a décidé de travailler depuis 2015 essentiellement dans le domaine de l'écoculture, de ce qu'on appelle nous l'écoculture, à savoir l'écriture ou la création artistique en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Et puis voilà, je suis l'auteur de Chocolaté, mon 4e livre. Et je suis là. Et du coup, quel est ton lien, toi, avec le cacao ? Alors, mon lien avec le cacao, il est très... Normalement, ce livre n'a pas pu suffire pour raconter cette histoire. Mais en tout cas, moi, je suis né dans la région du centre au Cameroun. On va dire un peu la forêt équatoriale. Et mes grands-parents avaient des plantations de cacao. Donc, ils sont aussi de cette génération de gens qui ont, qui ont été enfermés dans la culture du cacao d'une certaine manière. Et moi, je suis né, j'ai trouvé qu'il y avait des plantations. Donc, toute mon enfance a été jalonnée de l'histoire du cacao, de la forêt, de l'agriculture. Et c'est comme ça que j'ai vécu avec le cacao, comme ce que je raconte dans le livre. Et c'est la base, en fait. Je veux dire que c'est la matière première qui m'a permis d'écrire. Sinon, j'aurais pas écrit ces livres si j'avais pas vécu aussi en partie cette expérience personnelle avec la fève. Du coup, c'est un livre semi-autobiographique ou c'est 100% autobiographique et t'as choisi juste de pas le raconter à la première personne, mais d'utiliser un personnage ? Ouais, mais moi j'ai toujours du mal à définir ces livres ou même à me définir. Selon les articles, les gens ils analysent ces livres selon leur propre approche, selon l'idée qu'ils ont envie de se faire. Chez Éco-Société, qui est donc ma maison d'édition qui a édité ces livres, c'est un essai. Et par exemple, la réédition donc de ce livre qui a eu lieu il y a quelques jours, qui sort à Casablanca au Maroc, l'éditeur là-bas qui s'appelle La Croisée des Chemins voit ce livre comme un roman. Ouais. Il y a des gens qui le voient comme un long poème parce qu'il y a beaucoup de poésie. Il y a des gens qui le voient comme une enquête. Donc, mais en fait, je ne peux pas le définir. Moi, j'ai voulu convoquer un peu simplement
toutes les possibilités pour raconter cette histoire, mais à partir de ma propre expérience. Donc, à partir de là, c'était la matière première. Donc, voilà, j'ai été obligé de faire aussi une enquête, des recherches, pour documenter mon propos. J'ai convoqué la poésie aussi parce qu'à la base, je suis poète, donc il est aussi écrit avec beaucoup de poésie. Il est aussi en quelque sorte un récit raconté d'une certaine façon. Il y a la dimension romanesque. Donc c'est vraiment compliqué de le situer, mais c'est pas ça qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est un livre réaliste qui raconte une situation réelle de notre société aujourd'hui, à savoir la culture du cacao et finalement la colonisation du chocolat, quoi. Est-ce que d'ailleurs tu trouves que le fait de passer par la poésie et l'aspect un peu plus romanesque, ça aide mieux à faire passer certains messages? Plus que le laisser pur, j'entends. Alors, je sais pas si ça aide mieux parce que chacun doit avoir sa propre approche. Moi, je suis un camarade de Bansi, donc voilà, juste pour dire que nous sommes une société multiple avec. Et toi, ça t'aidait? Alors, mais moi, la poésie, je dis souvent que la poésie sauvera le monde. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait, voilà, c'est clair. Je vais dire que pour moi, la poésie, c'est le chemin du cœur. C'est vraiment le territoire où on est capable d'opérer un changement à partir de la volonté, de la conscience des gens, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai voulu faire avec Chocolaté. Je ne dis pas dans Chocolaté qu'il faut arrêter de manger le chocolat, parce que ce serait pas vrai, mais je mets en exergue des faits qui sont là et il y a des gens qui par eux-mêmes décident de faire leur choix. Moi, je reçois pas mal de courriers, j'ai eu des courriers ou des gens qui me disent, Samy, j'ai lu votre livre, moi j'arrête le chocolat, ça m'emmerde tout ça, quoi. Vraiment, je ne savais pas. Ben, moi, je les explique. Moi, c'est pas ce que je vous dis. J'ai pas dit et tout. Et puis, il y a des gens qui me disent, merci beaucoup. Je vais essayer de me tourner vers des petits chocolatiers, des gens qui ont un circuit plus ou moins équitable et tout. Il y a des gens, tu vois, chacun vraiment à son niveau. Et puis, il y a des gens, j'étais à Bruxelles dernièrement à une conférence, il y a une femme âgée qui a acheté le livre, qui trouve ça très intéressant, qui m'a annoncé une nouvelle, qui m'a dit, je suis désolé pour vous, je vais pas arrêter de manger le chocolat. donc, ça aussi, il y a des gens, mais au moins, elle était là, elle a compris le message, peut-être qu'elle le passera, peut-être même qu'elle va changer d'avis, Inch'Allah. Donc, pour moi, la poésie, c'est vraiment je vais dire, l'outil qui va directement dans le cœur des gens, parce que ça, c'est comme si vous leur demandez leur avis, quoi, finalement. Les dites, voilà ce qui se passe, dis-moi, qu'est-ce que tu penses, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace souvent que lorsqu'on dit, voilà ce qu'il faut faire, tout le monde doit faire ça, c'est une obligation et tout. Souvent, il y a des gens, même s'ils savent que ce n'est pas bien, ils le font quand même parce qu'ils sentent qu'ils sont pas respectés, qu'ils sont obligés, quoi. Donc, pour moi, la poésie, c'était essentiel que ces livres naviguent sur le lit de la poésie pour que chacun puisse avoir une conclusion personnelle. Oui, tu vois, je trouve que, alors c'est à titre très personnel, mais du coup, je trouve qu'effectivement, le fait d'avoir et la poésie et le côté un peu romanesque, ça permet aussi une certaine identification avec ce personnage principal et où du coup, tu dis, bah, je trouve que tu vois, ça résonne effectivement d'une autre manière que si c'était un essai vraiment purement théorique où on te disait, bah voilà les faits, où ça résonne effectivement, enfin tu vois, il y a un espace choc. Et du coup, là, il y a en plus un côté, je trouve, encore plus émotionnel parce qu'il y a une identification avec ce personnage qui est assez forte, quoi. Oui, pour moi, c'est important. Comme je dis, c'est à partir de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle n'a pas été faite que de cacao. Tu vois, j'ai vécu dans un village. Il y avait aussi, dans le livre, ça se voit aussi, je raconte aussi des épisodes de notre culture, de nos danses, de nos musiques, de certains aspects qui ne sont pas du cacao, mais qui sont des aspects qui sont inclus dans la façon dont on vivait au village, quoi.
Donc moi j'avais aussi envie vraiment de raconter ça de cette façon, justement pour échapper à cette posture très Ouais. factuelle, très intellectuelle, très voilà, non 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 non, on est comme ça, c'est nickel, c'est très carré. Moi j'avais pas envie, je suis poète à la base, donc Mm. vraiment j'avais envie c'est comme une rivière, tu suis la rivière et puis t'as des moments où le lit de la rivière est paisible, il Ouais. est tranquille. Il y a des moments où il y a des embouchures, tu passes dans la forêt, après il y a des chutes, évidemment. Tu tombes de, je sais pas, 17 étages et tout. Donc je voulais allier tout ça au sein d'un même récit, quoi, pour que chacun puisse trouver l'approche Mm. avec laquelle s'identifier, quoi. Et à quel moment est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre? C'était quoi l'élément déclencheur un petit peu et voilà, qu'est-ce qui vraiment, comment tu l'as pensé, tu nous l'as dit, mais quel a été un petit peu vraiment l'élément déclencheur de cette écriture? Alors il y a plusieurs éléments déclencheurs parce que d'abord, il y a je veux dire qu'il y a un épisode que je raconte dans le livre, c'est ma rencontre avec cette dame à Mm. Mercedes qui nous tend une boîte de chocolat. Ça, c'est quand j'étais parti du village et tout ça, machin. Bah, j'étais en ville pour faire mes études. Donc, je fais cette rencontre pour la première fois avec le chocolat. C'est la première fois que je mange vraiment un vrai chocolat Mm. européen et tout ça, parce que c'était cette femme qui devait être, je sais pas, diplomate ou je sais, de toute façon, voilà. Donc, il y a cet épisode-là, je découvre ça, je découvre le chocolat, c'est merveilleux, c'est bon, et on se renseigne, et puis on nous explique que, en fait, c'est un produit qui est fabriqué à base du cacao, Mm. que nous on cultivait au village, voilà, sans véritablement savoir la signification des fèves, où ça allait, pourquoi ils faisaient ça. En tout cas, au village, on ne reçoit pas de chocolat. Voilà, ni de Caillé, ni de Nestlé, ni de Barry Mm. Calbo, ni de je sais pas qui. Ça, ce sont des choses qui arrivent pas au village et donc j'étais complètement ignorant là-dessus. Et quand j'ai mangé ce chocolat et qu'on m'a expliqué l'origine et comment on le fabrique, voilà, il y a eu, mais voilà, en même temps, voilà, c'était un événement aussi, mais quelque temps après, ça m'a poussé à la réflexion. C'était aussi un choc, quoi. T'avais quel âge à cette Et tout, époque-là? j'avais quoi, 15, Ouais. 14, 15 ans, moi. Et je me suis dit, et j'étais choqué de toute façon de savoir que comment ça se fait qu'on a, avec cette culture avec laquelle on a grandi, à produire quelque chose dont on ne connaissait pas la signification, comment ça se Ouais. fait que il y a des bons produits comme ça qu'on Mm. fabrique avec et que nous, on n'était jamais au courant, quoi. Je veux dire, les acheteurs européens, quand ils arrivent dans les villages en Afrique ou en Amérique du Sud pour acheter du chocolat, ils arrivent pas avec des cantines de, 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 de chocolat. Ils arrivent avec des cantines vides pour prendre des fèves, quoi. C'est terrible, hein. Enfin, je trouve Voilà. de se dire que, en fait, quand enfin, ceux qui le produisent, ceux et celles qui le produisent, ont même pas l'idée de ce que ça devient. Enfin, je Mais trouve ouais, c'est. mais oui. Depuis que moi je suis en Europe, je suis tout le temps étonné. Là, j'étais au salon du chocolat de Paris il y a quelques mois. J'ai vu la quantité de personnes que ça Mm. rassemble, que ça mobilise, les industries, les marques, les différents parfums. C'est tout un univers que les enfants des cultivateurs africains Mm. et en Amérique du Sud ne connaissent pas. Ouais. Ils ne sont absolument pas au courant. J'ai vu qu'il y avait des robes en chocolat, j'ai vu qu'il y avait des T'en parles dans ton livre, ça oui, d'ailleurs. j'ai vu qu'il y avait des piscines, j'ai vu qu'il y a toutes sortes de conneries, tu vois, issues de cette matière première, donc les principaux cultivateurs ne sont pas au courant. Donc c'est un peu Mm. ça l'élément, tu vois, je découvre le chocolat, donc ben, je commence à chercher, et puis je découvre des choses, et j'ai fait un lien avec mon enfance, et puis là je me dis,
il y a quand même quelque chose qu'il faut pas laisser passer, quoi. Je veux dire que il faut quand même dire que les gens sachent. Ou alors, il y a toujours ceux qui font semblant, mais il faut quand même aussi expliquer cette réalité parce que c'est quelque chose qui touche des vies, des populations, qui touche la dimension écologique et économique et ainsi de suite. Aujourd'hui, justement, c'est quoi la réalité en vrai dans les productions de cacao? Mais la réalité elle n'a pas beaucoup changé, à part que ce n'est plus comme dans le 18e siècle où les gens travaillaient à la chicotte, mais, mais la réalité, elle est toujours la même. Les producteurs, les pays qui produisent la matière première, donc le cacao, donc l'Afrique, Mm. 70% environ de la production mondiale vient d'Afrique. Ouais. Eh ben, ces pays-là, par exemple, pour 2021, avec les 100 milliards de dollars de l'industrie du chocolat, ces pays-là ont récolté 6%. Donc ça, c'est très clair que ça ne va pas. Mm. Sur le plan environnemental, ça c'est encore une catastrophe. Voilà, la Côte d'Ivoire est en train de perdre plus de 80% de ses forêts à cause de cette culture intensive et d'autres, bien sûr. Le Ghana, tous les pays qui sont impliqués dans cette culture. Il y a la dimension humaine. Il y a beaucoup de pays où des enfants travaillent illégalement dans les plantations. Des enfants, qu'on dirait clairement esclavagisés, qui viennent de d'autres pays, qui sont, je sais pas, emprisonnés dans des plantations pour produire quelque chose dont ils sont extrêmement sous-payés. Il y a la dimension humaine simplement, c'est-à-dire que les producteurs de cacao, les cultivateurs eux-mêmes ne bénéficient pas normalement de cette production qui fait des milliards, des riches, qui fait, voilà, qui crée une économie. Il y a une bourse du chocolat, il y a une bourse du cacao. Et dans ces bourses du chocolat et du cacao, ben, ceux qui comptent moins, c'est ceux qui produisent la matière première. Et ça se voit je n'invente rien, ça se voit sur, vous faites des recherches, vous voyez très bien que sur le détail économique, le commerce, la transformation, le transport, tout ça, c'est clairement une économie dirigée par les multinationales et clairement par les politiques occidentales. Donc, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, Ouais. mais nous, on voulait encore mettre tout ça en lumière pour que ça change. Et dans le livre aussi, je suis très clair avec la position africaine. Je ne fais pas que dire que non, ce sont les multinationales, ce sont les occidentaux. J'évoque aussi la responsabilité africaine dans l'organisation de la filière du cacao, dans la façon de le transformer, de commercialiser ce produit, de se l'approprier, parce qu'il n'est pas normal qu'on produise 70% d'un produit comme celui-là et que cette économie nous échappe. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est un peu tout ça que mon livre expose. Et c'est quoi le regard sur tout ça, sur tous ces enjeux, à la fois sociaux et géopolitiques, comme tu le disais, directement dans les productions, dans les plantations de cacaoyers, tu vois, c'est quoi le regard en fait des producteurs aussi sur ce sujet-là? Ben écoute, en tout cas, les producteurs de cacao ne sont pas, n'ont pas les outils pour pouvoir réellement militer, batailler pour leur cause. Dans la plupart des pays, comme en Côte d'Ivoire, le commerce du cacao est géré par l'État. Donc, Oui, ils sont à peu près au piège, quoi. voilà, les cultivateurs subissent les décisions administratives. Ils ne sont pas forcément capables de, je le dis aussi dans le livre, hein, même il y a 30, 40 ans, on avait des gens qui résistaient déjà à cette forme à cette colonisation alimentaire. Mais c'est toujours compliqué quand vous n'êtes pas accompagné par des institutions, par les pouvoirs en place, quoi. Donc, la situation des cultivateurs est là, c'est qu'elles ne peuvent pas
En même temps, il y a les responsabilités étatiques, il y a aussi, c'est ce que je dis dans le livre, il y a aussi qu'il faut qu'on s'organise. Il faut une réelle volonté panafricaniste, pas panafricaniste dans le sens évidemment, du rejet, de je sais pas de quoi, mais dans le sens de la prise au sérieux des valeurs qu'on a, des produits qu'on a, de nos matières premières, des capacités qu'on peut développer pour pouvoir contrôler Ouais. complètement notre économie. Et ça, c'est pas forcément à la portée des cultivateurs, même s'il faut se mobiliser, c'est des responsabilités étatiques qu'il faut, politiques, pour instaurer un respect finalement de la commercialisation des matières premières, quoi. Donc le cacao. Est-ce que sur ces dernières années, il y a eu justement des tentatives ou tu vois des lois, je ne sais quoi, enfin des choses qui ont essayé ou qui ont réussi à être mises en place pour que déjà ça évolue un petit peu de ce que tu as pu observer. Oui, il y a eu des tentatives. Il y a un moment, il y a quelques années, la Côte d'Ivoire, par exemple, et le Ghana. Le Ghana est le deuxième pays producteur. La Côte d'Ivoire et le Ghana, je pense avec un autre pays, mais au moins ces deux pays s'étaient mobilisés pour, d'une certaine manière, donner une autre vision, une autre démarche à l'industrie de la vente du cacao, à la filière cacao de manière générale. Mais aujourd'hui, là, on est en 2024, on constate quand même que ce sont des initiatives qui n'ont pas pignon sur rue, quoi. C'est-à-dire qui n'ont pas véritablement fonctionné comme on l'avait prédit. Donc, encore une fois, ce que je dis, l'inefficacité politique fait que ce secteur agricole devient complètement déséquilibré. Mais il y a toujours des sources d'éveil. Là, au Cameroun, en ce moment, alors, c'est pas généralisé. Le prix du cacao a changé. Ce n'est plus le même, mais c'est encore ciblé pour des régions et pour ce qu'ils appellent, entre autres, le cacao de qualité, traité d'une certaine manière. En Côte d'Ivoire, là, j'ai vu encore les derniers rapports. Premier producteur mondial, là-bas, le chocolat, ils achètent encore à 1000 francs. Je sais pas, 1000 francs, c'est moins d'un euro. Je sais pas, 1,20 € ou 1,50 € un kilo de fèves. Et quand on sait tout ce que ça demande comme travail, au Ghana, c'est un autre prix. Bref, il y a un sursaut d'éveil, mais tout ça est tellement déséquilibré, c'est dans le désordre en fait, quoi, tu vois. Ce que l'exemple que je prends souvent, c'est pas en soi de ces gens que je vais parler parce que je suis complètement contre le pétrole, mais je pense souvent à l'OPEP, c'est-à-dire que l'organisation des pays producteurs des produits pétroliers et tout, la façon dont ils sont Ouais. organisés fait que souvent, ils arrivent à faire un blocus sur les affaires de Ouais. pétrole. Ils arrivent Oui, à, il faudra faire la même chose avec le chocolat, voilà, avec vous le cacao. décidez, Ouais. ils disent voilà le prix, si c'est pas bon, ils arrivent à gérer le flux de manière, Mm. incontestable. Mais c'est ça qu'il faut faire Ouais. aussi avec le cacao. On ne peut pas produire 70% du cacao Mm. mondial et être à gagner 6% sur 100 milliards de dollars. Ce n'est même plus indécent, quoi. C'est là, Ah ouais, ouais. on est dans quelque chose, moi, qui me dépasse, qui me met Mm. clairement en colère. C'est que c'est une preuve d'une inefficacité incommensurable. Ça va pas. Donc, on a ça, il faut l'organiser de manière à ce que l'achat, la commercialisation, la culture, la transformation, la production du cacao soit quelque chose qui soit contrôlé par les États africains, les États qui produisent en premier cette fève. Il n'y a pas d'autres mesures, sinon on continue de se faire avoir.
Et tu me disais tout à l'heure que j'allais dire ce roman, mais cet ouvrage, t'avais fait aussi pas mal de recherches, d'enquêtes, etc. Par quoi c'est passé? T'es retourné du coup chez voir des producteurs, t'as discuté avec eux. Enfin, c'est passé par quoi en fait ces recherches? Oui, oui, alors il y a eu toute une série de démarches, enquêtes physiques. Alors moi-même déjà, voilà, je suis dans un village de cultivateurs de cacao, donc j'en savais déjà assez. Je les vois toujours. Je Ouais. les vois produire le cacao depuis 50 ans. Je vois encore des familles que j'ai là à l'esprit actuellement. Ils sont toujours dans la pauvreté, ils font toujours le même truc. Ils vendent toujours quelques fèves, ils partent toujours acheter le riz chinois. Bref. Donc, euh, donc, il y a eu ces enquêtes-là personnelles aussi à partir de mon expérience. Et évidemment, je suis aussi allé chercher ailleurs, lire quelques bouquins, lire des rapports même de l'Organisation internationale du cacao, lire... Enfin, voilà, il fallait que je sois réellement, que j'en sache plus pour Ouais. pouvoir dégager un avis, quoi. Donc voilà, j'ai vu aussi des professionnels, interrogé aussi des gens qui travaillent dans l'industrie du chocolat, des gens qui travaillent dans l'industrie de la culture du Mm. cacao. Voilà, j'ai obligé de toute façon, si tu veux faire un truc Ouais. raisonnable, t'es obligé. Donc, c'est passé par tout ça, les documents, les gens en face, lire des trucs, écouter, et voilà, quoi. Quelque chose que tu dis aussi beaucoup qui est du coup très mis en avant, c'est vraiment l'impact humain euh, qu'il y a, puisque tu le dis, tu l'écris dans ce livre aussi, le cacao en vrai ça tue directement ou indirectement les producteurs. Euh, Tout ça, je trouve que c'est une réalité aussi dont... Et c'est ce que tu disais, moi c'est ce que je trouve vraiment malheureux, c'est qu'en vrai il y a un peu une scission des pays qui produisent et ceux qui consomment. Et dans ceux qui consomment, c'est ce que tu disais, en fait, en France, en métropole, il y a une quantité de chocolat astronomique. Ouais. Et il y en a partout, on en voit partout, dans absolument tout. Enfin, t'as plein en plus d'ingrédients, enfin, de produits au chocolat. Et je trouve qu'en fait, tu vois, on le sait peut-être, mais en tout cas, je sais, je suis pas sûre à quel point les gens sont conscients aussi de tout l'impact humain qu'il y a derrière. Ouais, ouais. Tu vois, et de tout ce que ça représente, en fait, de manger une tablette de chocolat d'un point de vue purement humain, et c'est ce que tu disais, à la fois entre les enfants qui sont exploités, à la fois effectivement ces gens qui meurent vraiment pour qu'on puisse manger du chocolat, et ça je trouve ça absolument terrible. Ouais, ouais. Mais oui, c'est, je sais pas comment expliquer ça. Alors, à chaque fois, j'essaie de quand je fais des ateliers ici en Europe et tout. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, là, il y a des gens qui ont lu le livre et qui m'ont dit, moi, j'arrête de manger Mhm. le chocolat. L'une de mes motivations, alors j'ai commencé à écrire ces livres en 2018, j'étais encore au Cameroun, je n'avais aucune idée de que je serais ailleurs. Ouais, Là, donc c'était clairement et tout, mais quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens, contrairement à ce que je pensais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ouais, ouais. enfin, beaucoup de choses, du moins ce qui concerne la culture du cacao. Il y a des gens vraiment qui ont lu le livre qui me disent, mais tu es sur cette planète, c'est vrai, ça se passe comme ça. Ouais. Moi, je suis là, oui, oui, je suis là, je suis là. Je suis bien ici la Terre, allô? Est-ce que c'est toi qui es sur Est-ce la que même c'est... planète, justement? Oui, oui, et justement, tu t'es Ouais, envie de dire, est-ce que c'est toi qui es sur c'est la ça. même planète ou... Parce que, effectivement, c'est pas à négliger. Moi, je suis en Mm. Suisse et la Suisse, c'est le pays du chocolat, entre autres, ce qui est bizarre, bien sûr. Mais bon, mais il y a des gens qui, voilà, plein de gens qui disent, ah ouais, j'étais pas au courant, Mm. je ne savais pas. Ah ouais, ok, ah bon. Tout simplement parce que c'est clair, les multinationales qui exploitent le cacao, qui sont les plus connues, jamais ne font de publicité ou ne feront de publicité Bah pour te oui. dire que, écoutez, là-bas, on vient de dévaster 50 000 hectares, on vient de faire travailler 6 familles. C'est pas ça quand vous Mm, mm. regardez les publicités de chocolat à la télé. Moi, je suis toujours Ah, on émerveillé. voit jamais Oh les là producteurs, là, hein. c'est tellement
stylé, quoi. C'est vraiment, c'est le chocolat qui coule, tout est Ah beau. ouais. On rigole. T'as des petits enfants blancs qui font le malin avec les parents. Je sais pas, c'est toujours des trucs comme ça. Voilà, c'est tout, c'est beau, c'est onctueux, c'est tout ce que tu veux. Et donc, les gens, ils s'habituent à ça, ils pensent que non, c'est vraiment un univers où tout se passe comme ça et tout. Mais ils ne savent pas que non, la matière première qui fabrique le chocolat. D'ailleurs, d'abord, il y a plein qui savent pas. Moi, je donne des ateliers, je vois des gens qui avaient jamais vu une fève, des gens qui avaient jamais touché une cabosse de cacao, des gens qui n'avaient jamais vu une plantation. Et pourtant, dans le plat, dans le menu alimentaire de tous les enfants Ouais. européens, il y a le chocolat. Ils naissent avec le chocolat, clairement, quoi. C'est quelque chose qui est dans l'ADN. Mais la seule chose qui est pas dans leur ADN, c'est d'où vient le chocolat. Ça sort d'où? C'est à partir de quoi on obtient le chocolat? Et quelles sont toutes ces questions-là ne sont pas non, les gens ils sont pas au courant, enfin les enfants en tout cas en Suisse et tout, ils savent juste le chocolat et tout. Donc c'est aussi ça l'objet de ce livre. Je me suis dit, ah bon, donc du coup il y a aussi des gens qui, tous les consommateurs ne sont pas forcément cons, quoi, ou forcément Ouais. ils veulent plomber la planète. Il y a des consommateurs trompés. Il y a des gens qui savent pas. Vous entrez dans les supermarchés, c'est tout bio, avec les étiquettes et tout. Et puis, tu as des gens qui achètent parce qu'ils pensent qu'ils contribuent à quelque chose. Alors que, souvent, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de greenwashing, quoi. Ouais. C'est vraiment, tu sais pas, la traçabilité est compliquée. C'est juste une étiquette et t'as tes consommateurs. T'as pas forcément le temps d'aller vérifier d'où ça sort. Donc, il y a aussi une manipulation. Je dis ça dans le livre, hein. Il y a la servitude des cultivateurs de cacao. Il y a aussi la servitude des consommateurs de chocolat. Au moins d'une partie. Ceux qui ne savent pas, dont on n'a jamais rien expliqué, qui ne comprennent pas et qui pensent que c'est un produit très, tu vois, très respectueux. Tout est fait avec beaucoup de classe, avec, voilà, avec beaucoup de respect, d'équitabilité. Mais souvent, c'est pas le cas. Bah non, mais enfin vraiment, tu vois, c'est ce que je disais, je pense vraiment quand tu es un Européen et que tu grandis dans n'importe quel pays, enfin c'est ce que je dis, tu vas dans n'importe quelle boulangerie, n'importe Ouais, quel ouais. magasin, il y a des choses au Ouais, chocolat, il y a toujours du toujours du chocolat. chocolat. Ouais. Mais c'est vrai que, bah en fait, c'est même pas une question qui revient. Et alors, j'ai dû en faire et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, c'est des musées qui t'expliquent l'histoire du chocolat et tout. Mais enfin, tu vois, je suis même pas sûre qu'on s'attarde vraiment sur les productions, sur Alors, les producteurs, on n'en parle pas en fait. C'est vraiment un sujet qui est complètement éludé, ben quoi. ouais. Ou pas de la véritable manière. Alors, moi, Oui. là, tu parlais d'enquête et tout ça là. Moi, j'étais au musée du chocolat de Lindt. Mhm. C'est à Zurich. Donc, je suis allé là-bas. Évidemment, c'est un musée de chocolat où, voilà, tu peux voir le chocolat exhibé avec toute son indécence. Voilà, comme tu peux imaginer, du chocolat qui coule Mhm. partout. D'ailleurs, je me suis servi aussi un peu. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais représenter les enfants du village. Je fais le tour avec, appuyer sur les boutons, le truc qui jaillit. Toi, j'ai failli me laver, mais bon, toi, il n'y avait pas assez de temps. Des fontaines avec leur sculpture, immense sculpture où tu as des litres de Mhm. chocolat. Bref, donc je suis allé voir tout ça. Voilà, il raconte, c'est intéressant de toute façon, parce que voilà, chacun doit pouvoir célébrer ses héros, mais sauf que des fois, des héros, ça peut être pour moi des assassins ou Mhm. des gens pas très corrects, mais quand tu vas dans ces musées, on célèbre les Louis Caillé, les Calbo, tous ces gens dont il y a 2 siècles, qui ont commencé à développer le chocolat, on célébrait ces grandes familles, ces maisons et tout. Et puis, entre autres, on met quelques plantations comme ça de cacao, quelques cabosses avec un gentil noir qui rigole, qui est tout content et tout ça. Bref, voilà, ça Mhm. s'arrête là. Ouais. Et donc,
encore une fois, c'est le lion qui vend son histoire, quoi, tu vois. Mais en fait, on ne te raconte pas. Et je comprends parce que c'est commercialement, ça ne se fait pas. Tu pourrais pas vendre Oui, un bah oui, produit où toi-même tu te fais la contre-publicité. Ça, on est d'accord avec ça, mais les gens doivent savoir que non, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est rude la culture du cacao. C'est des millions de gens qui sont mobilisés à fournir l'Occident en fèves. C'est des millions de gens qui travaillent pour qu'il y ait le chocolat justement tous les jours dans tous les oui. petits coins, dans les boutiques en Europe. C'est des millions de gens qui travaillent pour qu'il y ait tous les grands noms, les grands chefs chocolatiers dont on entend parler. La liste est longue, je les cite dans mon livre. Tous ces gens couronnés de médailles, de prix, c'est bien ce qu'ils font. Voilà, ils proposent quelque chose, mais on ne parle jamais assez de ceux qui produisent la matière première. Ça ne passe à la télé nulle part, ça ne passe pas dans les publicités, ou du moins très très peu, ce qui fait que le consommateur aussi en Occident, il est ignorant. Mm. Et c'est aussi ça que le travail de mon livre fait, quoi, c'est de mettre la puce dans les oreilles. Et je trouve que ce qui est encore plus malheureux, c'est que alors, c'est évidemment pas généralisé, tu vois, il y a une partie aussi maintenant de chocolatiers qui ont envie de mettre en avant le travail des producteurs sur place, de faire des chocolats, tu vois, déjà avec des... Enfin, pour montrer aussi les subtilités des arômes, etc., etc. Mais t'as aussi, dans le chocolat de masse, entre guillemets, enfin, celui du coup qui coule partout, qui pleut, etc. En fait, finalement, enfin, il n'y a pas un goût unique, mais presque. Tu vois, on n'a pas non plus je trouve qu'on rend pas non plus complètement hommage. Alors c'est ce que je disais, c'est pas du tout le cas. Enfin, il y a des chocolatiers qui ont cette envie-là, tu vois, de rendre hommage aux produits aussi. Mais il y en a plein, bah en fait, on lui dit, et c'est ce que tu dis aussi dans ce livre, on va aussi pouvoir dire, bah non, mais ces fèves, enfin, tu vois, on va les acheter aussi à prix réduit parce qu'on te fait croire qu'elles sont pas bonnes Ouais, ouais. et juste en fait, de toute façon, il n'y a pas non plus une volonté de faire un chocolat d'exception, tu vois, de révéler en fait aussi des goûts sur, enfin, Ben oui, voilà, je... ben oui. Je crois que par essence, et c'est ça même le capitalisme. Le capitalisme, c'est de produire et de faire des bénéfices à tout temps, à tout lieu, Mm. en tout moment. Et le chocolat, tel qu'il est même commercialisé par les grandes surfaces, il ne respecte même pas la notion de la qualité de Oui, c'est ça. l'aliment. La teneur en cacao dans la plupart Mm. des barres de chocolat, elle est pas assez. Vous avez plus de lait, plus de Du sucre, ouais. sucre, plus de je sais pas quoi et tout, et vous avez très peu de Mm. cacao. Alors qu'un véritable chocolat, c'est un chocolat où la teneur en cacao va au moins jusqu'à 70%. Ouais. Au moins, voilà, là, vous êtes sûr que vous avez quelque chose. Donc, non seulement il y a cette exploitation Mm. des cultivateurs, mais il y a aussi l'exploitation des consommateurs parce qu'on les vend Ouais. pas le bon chocolat. Le chocolat qui est partout, Oui. c'est trop de sucre, quoi. C'est vraiment très peu de gens connaissent, mangent le bon chocolat. De toute façon, il n'est pas vanté en publicité comme tout le reste. Et ça aussi, c'est une forme de falsification, quoi. Oui, puis du coup, je trouve que tu vois, il y a aussi, enfin, ça rajoute aussi au non-respect des cultivateurs. Ben oui, Parce que enfin, on respecte même pas leur travail de se ben dire, bah oui. en fait, tu vois, ils produisent du coup du bon cacao et derrière, on n'en fait même pas du chocolat Ben ouais, parce exceptionnel, il quoi. faut qu'on l'ait tous les jours de l'année. Ouais. Donc, le cacao, il produit pas tous les jours de l'année. Mais il faut que le chocolat, lui, soit présent Ouais. tous les jours de l'année. Et donc, on peut bien comprendre que ces gens, voilà, un peu sans scrupules, ils vont te multiplier tout ça là, ils vont te couper les matières, ils vont te gonfler tout ça avec tout ce que ça comporte. Mais
Le problème reste le même. Il y a une double exploitation, cultivateur, consommateur. Il y a la pollution qui rentre dedans. Il y a le plastique et tous ces chocolats, la manière dont ils sont emballés, c'est incroyable. Mm. C'est des tonnes de plastique. C'est, Ouais. c'est plein de choses qu'il faut interroger réellement aujourd'hui en tant que consommateur de chocolat. Est-ce que d'ailleurs, tu as l'impression que le fait qu'il y ait de plus en plus, tu vois, aussi une prise de conscience écologique, enfin, qui est non négligeable à l'international, tu vois, il y a vraiment une prise de conscience qui est de plus en plus grande. Euh, et puisque le cacao, pardon, participe aussi à la déforestation, est-ce que tu as l'impression que c'est aussi potentiellement un des leviers qui va permettre d'améliorer tout le reste? Parce que du coup, enfin, ça va ensemble, hein. Ah ouais. Et du coup, est-ce que ça, c'est finalement un point d'entrée actuellement qui peut permettre de faire évoluer la situation? Mais oui, c'est ça l'objectif. Comme souvent je dis dans mes conférences, dans mes ateliers, c'est qu'en fait, la réflexion que je fais sur le chocolaté, sur le cacao, c'est une réflexion qui s'applique un peu à la grande partie de notre système de Mm, consommation alimentaire. oui. C'est une question qui se pose pour le café, pour la banane, pour l'huile de palme, pour le coton. Vraiment, la question de la surconsommation et le gaspillage dans notre société actuelle, c'est le fondement. C'est ça, je vais dire, l'une des démarches moi, ma vision écologique, c'est comment on peut arriver à consommer de manière respectable. Il ne s'agit pas de ne pas consommer du tout, Mm, parce que c'est pas possible, mais on peut consommer au regard de ce qu'on gaspille, de tout ce qu'on multiplie pour rien. On pourrait consommer de manière raisonnable avec des bons produits, mais de manière efficace. Donc, moi, je pense que ouais, c'est une question qui s'applique partout. Et moi, en tant que militant écologiste, j'ai commencé par travailler pas que j'ai commencé, j'ai travaillé là sur le chocolaté, donc un produit hautement important dans notre société. Mais avant ça et pendant ça et pour la suite, je travaille déjà sur l'éco-poésie. J'ai mis en place à partir de 2015 avec donc l'association Éco-Poète Internationale, une démarche éco-poétique qui vise donc à redonner ou simplement à redonner une dimension respectable, respectueuse au vivant. Et donc, mm. ça passe par la littérature, ça passe par la musique, ça passe par toutes les expressions artistiques du moment où elles sont fondées en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Voilà pour activer aussi le levier conscientisation, comment on peut, voilà, s'éduquer entre nous, quoi. Justement, enfin, tu vois, selon toi, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'engager? Parce que finalement, mieux consommer, c'est s'engager aussi. Enfin, en tout cas, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi de plus que juste mieux consommer pour vraiment s'engager pour tout ça? Et à échelle individuelle, en tout cas, tu vois, pour qu'on puisse, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, parce que c'est ce que tu disais, il y a des gens qui du coup te disent, j'arrête de consommer Hum. du chocolat, moi c'est pas possible. Il y a des gens, enfin, donc, quelle piste est-ce que tu peux donner sur tout ça? Comment on peut à la fois mieux consommer, à la fois s'engager? Alors oui, ça c'est une question énorme parce que c'est Oui. ça, c'est une question existentielle finalement. C'est la question de l'humanité. Comment on arrive voilà, à prospérer tout en consommant de manière raisonnable. Moi j'ai pas de solution. Sinon, j'active le bouton tout de suite et demain on est au paradis. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ouais, le challenge de notre société, c'est aussi ça, parce qu'on est dans une dimension où on a des challenges à relever. Peut-être que ça aurait été trop beau d'être dans un truc où il y a rien à relever comme défi et tout. Je sais pas, mais moi, ce que j'entends par cette époque, c'est j'aime bien cette phrase de quelqu'un, je sais plus qui dit essayez de ne pas laisser le monde dans l'état où vous l'avez trouvé. C'est-à-dire que voilà, de toute façon, vous ne
c'est compliqué, vous arriverez jamais forcément à mettre tout le monde d'accord sur le même principe, à la même époque, à la même minute et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est cette idée de à la fois faire sa part du colibri. Pour moi, le colibri, c'est une immense leçon parce que je pense que tu connais l'histoire du colibri et c'est une leçon. Le colibri qui va jeter quelques gouttes dans un brasier où une goutte ne va rien faire. Donc, le colibri, il sait que là, je suis en train d'aller, c'est un brasier de, je sais pas, 10 mètres de haut, ça va rien faire. Mais il essaye quand même. Mais lui, il a envie d'avoir une conscience propre en disant, OK, tout a cramé, mais moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire finalement, s'il y avait 7 milliards de colibris qui faisaient ça... Si pendant que ce colibri, faisait, il y avait d'autres colibris qui avaient dit, bon, peut-être que 2 gouttes, ça va faire en plus 3, 4, 5, 6. Et c'est ça la leçon, quoi. Mais du moins, ça n'a pas été le cas. Mais ce colibri-là, malgré que tout a cramé, a quand même une espèce de conscience tranquille. J'ai fait ce que j'ai pu. Et moi, c'est ce que je conseille toujours. On a 2 manières de s'engager. Enfin, il y a des millions de manières de s'engager. Mais je pense que on a 2 manières de s'engager, de manière vraiment, dans la société. T'as déjà la manière personnelle, la manière individuelle de tout un chacun. Comme je disais, il y a des gens qui ont lu le livre et qui par eux-mêmes, ils vont pas aller militer dans la rue, ils vont pas essayer d'aller casser Nestlé, mais ils se disent, j'arrête de contribuer à cette économie, donc je ne mange plus de chocolat. Ça, c'est une forme d'engagement. Imagine 2 millions de gens qui font ça. Ça devient plus important. C'est le message du colibri. Ouais. Et puis, tu as la deuxième manière de s'engager. Malheureusement, nous devrions être dans des sociétés régies par le bon sens. Et c'est ça un pays, un État. C'est-à-dire que les choses que tu ne peux pas réaliser tout seul, c'est l'État qui doit les réaliser, puisque l'État est garant de notre liberté, on leur donne les moyens, on leur donne la possibilité et tout. Donc, un État doué de bon sens, le consommateur n'a même plus à faire d'efforts. C'est-à-dire qu'avant qu'un produit arrive dans un supermarché, il y a des accords, il y a on signe des trucs, je sais pas quoi, des laissez-passer. Bref, il faut que l'État prenne la responsabilité en termes de, on veut une société, on se soucie de nos individus, on veut que les choses respecte le vivant. Et à ce moment-là, il y a des lois, il y a des règles, il y a même des amendes. Aujourd'hui, c'est plus facile d'emprisonner quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un d'autre. Mais si tu coupes un arbre, je suis pas sûr que tu vas forcément en prison. C'est différent, ça. C'est ce qu'on ne comprend pas encore. Qu'est-ce qui est essentiel? On se dit, non, ce qui est essentiel, c'est ce qui nous paraît essentiel. Or, si on nous enlève l'eau, on nous enlève les arbres, on fait même pas cette interview. ça n'existe pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument s'engager d'abord et de manière personnelle. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes expériences, ni les mêmes moyens, mais on a toujours une manière de militer qui peut être propre à soi. Il suffit de l'identifier. Est-ce que je dépense moins d'eau? Est-ce que j'achète moins des trucs chez telle personne? Est-ce que je mange moins ça? Est-ce que j'essaie de recycler? Est-ce que je jette moins la bouffe de la veille? Tout ça, c'est des formes de résistance qu'on peut mettre en place sur le plan personnel, même dans sa famille, dans son entourage. Et puis de manière communautaire, si on peut s'engager de manière politique, quoi de mieux, de manière associative, de manière à tous les niveaux, la résistance est importante. Parce que sans la résistance, finalement, on est presque foutu. Oui, puis c'est vrai que tu vois, moi c'est une conviction personnelle, mais tu vois, j'ai un peu l'impression que, en vrai, en tant que consommateur, là, vraiment purement, du coup, on est sur un rôle de consommateur, mais sur plein d'autres sujets, en vrai. Si à échelle individuelle, il y a aussi des choses qu'on arrête de faire, à échelle plus micro, il y a aussi des choses qui vont changer. Ben oui. Si on arrête de consommer tel produit, forcément, il y a des choses qui vont s'adapter. Ben oui. Parce que je trouve que
t'as un peu toujours ce cercle vicieux de, bah en fait, c'est les lois qui doivent changer avant que les consommateurs Oui, changent, mais oui. après, les consommateurs font aussi changer les lois. Mais oui, je suis tout à fait Donc, d'accord. De toute façon, ça fonctionne sur tous les sens. Il y a beaucoup de lois, avant de devenir des lois ouais, c'est ça. étatiques, ont été, je vais dire, ont été déclenchées par des Mm. personnes simples, quoi. Voilà, des personnes qui ont eu marre, qui se sont exprimées, et puis on a pris en compte. Donc, en fait, ça va dans les deux sens et Ouais, tout. Mais il faut surtout pas que un sens laisse tout le travail à l'autre. Si on se dit non, l'État doit tout faire pour nous garantir tout, on se plante. Parce que ouais, c'est l'État, ça. ça va être compliqué. Et l'État non plus ne peut pas faire les choses sans tenir compte qu'on parle quand même de vie humaine. Bah ouais. Comment on organise ça de manière à ce que voilà la vie des gens soit respectée, quoi. Donc ça c'est vraiment dans tous les sens, personnel et tout. Je veux dire que quand moi je fume une clope et tout ça machin, c'est quand même ma responsabilité de pas balancer mes clopes Mm. tout au long de la rue jusqu'à bah je sais pas, aux Champs-Élysées là-bas. Tu vois, Ouais, c'est quand ouais. même, c'est pas l'État qui va venir faire ça. Si moi je me dis, j'ai un petit sachet dans Mm. mon truc, à chaque fois que je fume, je mets dedans et tout. Donc ça, c'est une responsabilité individuelle qui implique la société aussi. Parce que mes mégots, bah, sont visibles dans la Ouais. société et tout. Mais si je les range, tu vois, il y a ça. De l'autre côté, l'État a le pouvoir aussi de réguler la vente du tabac, par exemple. Mm. Toi, t'es pas content avec la vente du tabac, tu peux pas faire grand-chose, mais l'État peut. Ouais. L'État peut tout de suite dire que, écoutez, là, voilà. Donc, c'est vraiment un jeu communautaire, un jeu d'ensemble. Une société ne se change pas par quelques personnes, mais c'est vraiment tout un système qui se met en place. Les consommateurs, surtout les consommateurs ici, Mm. pas seulement en Europe, mais un peu partout, les consommateurs, souvent, ils ignorent leur pouvoir. Ouais. La plupart du temps, les consommateurs se comportent comme des cabris, quoi. C'est-à-dire que des gens qui sont là, on leur dit, t'as pas le choix, voilà le pain qu'on te fournit, si tu veux pas l'acheter, je sais pas, tu te démerdes et tout. Et donc, on a fini par rendre les consommateurs, à faire des consommateurs un peuple des gens qui consomment, qui dorment comme ça et tout. Ils ne comprennent même pas que ils peuvent se mobiliser. Mm. C'est-à-dire que rien qu'une journée, je l'ai déjà proposé au Cameroun, j'ai dit, les gars, alors là, tac, on n'est pas d'accord avec, je sais pas, le prix de l'essence, par exemple. Essayons de faire une semaine sans prendre de l'essence. Ouais. Ça va être violent, c'est compliqué, mais ça peut produire plus de résultats. Nous, on a des problèmes là au Cameroun avec la téléphonie mobile, la surfacturation, des trucs et tout. Et puis, tu vois, ils jouent avec, ça va. Mais les populations ne comprennent pas que elles sont capables de se mobiliser. Par exemple, se désabonnent tous aujourd'hui. Tout Ouais. simplement. Là, ça va pas, on se désabonne. Franchement, le lendemain, le mec, il revient vous voir pour vous dire, bon, ok, d'accord, parce que là, la menace est puissante. Donc, tant que le consommateur ne comprend pas son pouvoir, parce que c'est le pouvoir économique, Nestlé n'est pas Nestlé par Nestlé lui-même. Nestlé est Nestlé grâce à toi, grâce à moi, grâce à lui, Mm. grâce à tout le monde qui va au supermarché. Ouais. On met de l'argent dans les poches de ces gars pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Et ensuite, on se permet encore de les critiquer, alors que Mm. c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Mais maintenant, comment être conscient du pouvoir qu'on donne à quelqu'un pour nous faire en plus du mal et comment savoir le retirer, c'est tout le challenge de notre société. Mais bon, on continue de travailler pour. Ouais, non, mais c'est. Et puis je trouve qu'en vrai, il y a aussi. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et surtout en tant qu'Européen, enfin, en tant que tout le Nord, comme tu le dis, parce que c'est la même chose en Bien Amérique sûr, du Nord, bien c'est sûr. aussi prendre conscience vraiment que le chocolat, c'est un produit de luxe. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier par rapport à plein de choses. Parce que bah, c'est ce qu'on disait, en vrai, ici, en Europe, en Amérique du Nord, c'est hyper accessible et on y a quasiment tous accès. Ouais. Mais faut pas oublier que bah, c'est pas le cas dans le monde entier et que ouais, c'est un produit de luxe, quoi. Alors moi, je peux ajouter un peu, après un produit de luxe, je
je peux aussi ajouter, il faut pas l'oublier, que le chocolat, c'est aussi surtout un produit colonial. Ouais. Donc, ça va ensemble. Pour certains, c'est un produit de luxe. Pour certains, c'est un produit qui fait extrêmement, Ouais. voilà, du mal aux gens, quoi. Comme je l'ai déjà dit, sur le plan environnemental, économique et tout. Donc, c'est un produit aussi qui a un côté colonial, pas Ouais, que. Parce que, voilà, on ne nie pas aussi, moi je suis pas là pour nier aussi, il y a d'abord, déjà, je pense que je le dis dans le livre aussi, les vertus du vrai chocolat, en fait. L'origine même, pourquoi le chocolat a été inventé par les Mayas, les Incas, quel est son apport au niveau de la santé, de l'esprit, au niveau voilà, de la gestion des communautés, des rites et tout ça. Le chocolat a je vais dire, des apports très, très vertueux au niveau de la santé et de l'esprit. Quand il est fait de manière, voilà, Oui. bien fait, avec une teneur en cacao respectable. Donc, voilà, on n'est pas là pour dénigrer aussi ce produit, c'est pas le but, mais on dit simplement que là, on le consomme, il est devenu extrêmement commercial Ouais. au point où il ne respecte plus rien en termes de valeur environnementale, valeur humaine, valeur commerciale. Et c'est ça qu'il faut remettre en question. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant et, et essentiel, outre passionnant. Je te laisse le mot de la fin pour clore cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie encore de dire, sur quoi tu veux remettre l'accent? Alors, bah écoutez, je vais juste peut-être lire un petit Vas-y, extrait. ça me va. Un petit extrait d'un texte qui finit le livre. De plusieurs, je lis juste un petit bout d'un texte qui fait plusieurs. Oui, et moi, en attendant, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage. Je trouve qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, tu vois, en plus, il est très accessible aussi. Et je trouve que c'est ça, d'ailleurs, la force aussi de la poésie et du romanesque, c'est aussi que je trouve que c'est des fois plus accessible pour n'importe qui, en vrai, Oui, que des ouais. fois un essai qui peut être un peu... Ouais, très soutenu et Ouais, compliqué à rentrer dedans. voilà. Non, de toute façon, moi, je suis pas un intellectuel, moi, je suis un enfant du village qui écrit, quoi. Voilà. Donc, je Oui, oui. voulais que, le récit soit clairement à Mm, dimension humaine. Tu vois, c'est pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de rentrer dans cette ouais. histoire et de la comprendre à sa manière, quoi. Voilà. Donc, je lis un petit bout de texte, donc, du poème, en fait. Ce livre finit par un poème qui s'appelle Ode à la mémoire de sang. Fils de rat, abattez le millénaire aquatique, empoisonnez la mangrove habile du Ghana, capturez l'unique poisson du Zambèze, estropiez l'indélébile fraternité animale, saccagez l'ultime nudité de l'arbre à parole, dynamitez les caves montagneuses d'or noir, déstabilisez l'atmosphère héritée des premiers temps, à vil prix de vives vies brûlantes, piller les années vierges et assommer le conservatoire souterrain de la dignité essentielle. Voilà, le texte, il fait 4-5 pages. D'ailleurs, est-ce que ce que tu racontes à la toute fin de ce livre, je dirais pas ce que c'est comme ça, les gens sont obligés de le lire s'ils veulent Voilà, savoir, mais voilà. est-ce que ça, c'est vrai? Alors ça, oui, c'est vrai que beaucoup de gens, C'est ce que tu as fait? beaucoup de gens confondent, bien sûr, c'est un personnage qui s'inspire Oui. aussi en partie de ma réalité, mais pas tout. Donc, du coup, il y a des scènes du personnage. Souvent, les gens, ils me disent, alors, vous avez fait une thèse et tout ça. Je dis, non, 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 non. Les enfants du village, ils font pas de thèse. Nous, on est à l'université de la vie, quoi. Donc, non, ça, c'est le personnage. Ok. Ça, c'est, voilà, j'ai juste suivi le personnage qui voulait finir cette histoire de cette façon avec ce poème, voilà, qui s'appelle Ode à la mémoire de sang, une espèce de condensé de tous les rêves, de toutes les frustrations, de tous les espoirs, de toutes les ambitions et voilà une espèce de prière à un Mm. avenir meilleur, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Samy, pour cet échange Merci. très très C'était un riche. plaisir. No fianga. Alors,
quel sera votre prochain dessert. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!